Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avec vous, Nouraddin Ilboufker, et c'est le multicasting dans les réseaux. Dans cette vidéo, nous allons présenter deux principaux concepts du protocole PIM-DM, à savoir le flooding et l'RPF check. Comme nous l'avons déjà vu, le routage multicast repose sur trois composantes essentielles, à savoir le protocole, l'algorithme et la table de routage. Et ils diffèrent fondamentalement du routage unicast. Tout d'abord par le système d'adressage utilisé, qui est de classe D, et qui brise la corrélation existante entre les localisations physiques et logiques des membres. En outre, l'objectif du routage multicast n'est plus de calculer un chemin, mais un arbre de diffusion. En effet, l'utilisation d'une seule adresse pour l'identification du groupe multicast rend le routage multicast une tâche très délicate, du fait que cette adresse n'est relative ni à une donnée topologique, ni hiérarchique. Ajoutons à cela que si la mise à jour unicast n'est déclenchée que via le changement topologique, en multicast, la mise à jour peut être déclenchée via le changement de l'une des 6 propriétés du groupe multicast. Dans le contexte multicast, les récepteurs peuvent exister à n'importe quel emplacement du réseau. La configuration statique des chemins nécessite une lourde charge de travail manuel et elle est sujette à beaucoup d'erreurs. Ajoutons à cela que la configuration statique est devenue non envisageable dans le cas d'utilisateurs qui changent de groupe multicast de façon très fréquente, tel qu'il est le cas du service IPTV. De ce fait, pour transmettre correctement et efficacement les paquets multicast, les routeurs doivent mettre en œuvre des protocoles de routage dédiés. Le déploiement du multicast est naturellement lié à la notion de groupe. Dans ce contexte, nous devons noter que les membres d'un groupe de multicast peuvent être soit répartis au travers du réseau en une importante densité, et l'on parle alors de groupe dense. Dans ce cas, nous pouvons utiliser des protocoles de routage tels que le Distance Vector Multicast Routing Protocol, ou bien le PIM-DM, ou bien les membres peuvent être clairsemés au travers du réseau, et on parle dans ce cas de groupe épars, ou bien sparse. Dans ce cas, nous pouvons faire appel à des protocoles comme le Call-Based Tree ou bien le PIM-SM. Vous pouvez remarquer que le protocole PIM peut être utilisé pour les deux types de groupes. Cette vidéo, elle va traiter du protocole PIM et surtout de la version DM du protocole PIM. Dans un domaine PIM, un chemin est calculé à partir d'une source multicast vers les membres du groupe. L'ensemble des chemins qui seront calculés vers tous les membres formeront un arbre de distribution multicast. La version couramment utilisée du protocole PIM est la version 2, et les paquets PIM sont encapsulés dans des paquets IP avec un ID de protocole égal à 103 et une adresse de groupe égale à 224.0.0.13. Jetons maintenant un coup d'œil sur les mécanismes qui constituent l'épine dorsale du protocole PIM-DM. En effet, PIM-DM repose sur 6 principaux mécanismes, à savoir le Neighbor Discovery, le DR Election, le Flood and Prune, State Refresh, Graft and Assert. Commençons tout d'abord par le mécanisme Neighbor Discovery. Dans un réseau PIM-DM, les routeurs multicast envoient régulièrement des messages Hello pour découvrir les voisins et maintenir la relation de voisinage avec eux. Les messages utilisés sont des messages Hello qui possèdent deux timers, à savoir le PIM Timer Hello Interval et le PIM Hold Timer Interval, dont les valeurs par défaut sont respectivement 30 secondes et 105 secondes. Le deuxième mécanisme est le DR Election, qui est utilisé dans les réseaux multi-accès PIM-DM. Dans ce cas, les routeurs comparent les priorités et les adresses IP transportées dans les messages Hello pour sélectionner un routeur qui sera désigné par la suite DR du réseau. Le DR, il va agir en tant que demandeur IGMP, ce qui veut dire qu'il va générer des messages IGMP Host Membership Request. Le routeur avec la priorité la plus élevée devient DR sur le réseau multi-accès. Si plusieurs routeurs ont la même priorité, le routeur avec la plus grande adresse IP d'interface deviendra le DR.
Et bien sûr, si le DR échoue, un nouveau DR sera par la suite élu parmi les autres routeurs. Avant d'expliquer les autres mécanismes du protocole PIM-DM, il est opportun de définir les types d'interfaces utilisés par ce protocole. En effet, PIM-DM définit deux types d'interfaces, à savoir Downstream Interface et Upstream Interface. L'interface downstream est celle faisant partie de l'arbre de diffusion et qui mène vers le membre du groupe, tandis que l'interface upstream, c'est une interface qui mène vers la source multicast. Jetons maintenant un coup d'œil sur le processus utilisé par PIM-DM pour la construction de l'arbre multicast. PIM-DM, il utilise un arbre de diffusion de type SPT, ça veut dire spécifique à la source, de type Shortest Path Tree, qui sera composé par les plus courts chemins entre la source et chacun des routeurs connectant un membre du groupe. Pour cela, le protocole PIM-DM se base sur trois principaux mécanismes, à savoir le flooding, le RPF check et le pruning. Dans ce qui va suivre, je vais présenter chacun des deux premiers mécanismes, ça veut dire le flooding et l'RPF check, sachant qu'une deuxième vidéo sera dédiée au reste des mécanismes du PIM-DM. PIM-DM, il suppose que tous les hôtes d'un réseau sont prêts à recevoir les données multicast, c'est-à-dire il suppose que tous les routeurs ont derrière eux des membres multicast. Pour cela, le routeur connectant la source procède à l'envoi de paquets multicast au niveau de l'ensemble de ces interfaces. Dans notre cas, c'est R0. En outre, chaque routeur ayant reçu un paquet multicast va procéder lui aussi à l'envoi de ce paquet vers l'ensemble de ces interfaces, sauf l'interface d'entrée. C'est le principe du mécanisme de flooding. Pour rappel, le flooding a été utilisé dans le début des réseaux pour le routage. Toutefois, le flooding conduit généralement à la naissance de boucles de routage, en plus d'une grande surcharge de ressources réseau et des risques de sécurité. Pour pallier à ces limitations, le protocole PIM-DM fait appel à l'algorithme Reverse Path Forwarding ou tout simplement RPF. RPF a pour objectif la vérification si une interface upstream fait partie du plus court chemin qui mène vers la source. Pour cela, au niveau d'un routeur, pour chaque paire SG, si un datagramme est reçu de la part d'une source via une interface I menant vers S, on va vérifier si cette interface elle mène via le plus court chemin vers S. Si oui, le routeur va flouder le paquet multicast vers l'ensemble des interfaces de sortie sauf l'interface d'entrée et il va ajouter l'interface I à l'arbre multicast associé au groupe et à la source S. Sinon, ça veut dire que l'interface ne se trouve pas sur le plus court chemin qui mène du routeur vers S. Dans ce cas, le paquet multicast sera tout simplement ignoré. Prenons un exemple. Dans cet exemple, le routeur reçoit un paquet sur une interface S0. Ce paquet, il vient d'une source dont l'adresse unicast est a.x.y.z. Une fois reçu, le routeur extrait l'adresse IP source, il consulte sa table de routage unicast, il vérifie si, via quelle interface il faut partir pour atteindre a.x.y.z. Ça veut dire s'il avait quelque chose à transmettre à S, quelle est l'interface qu'il allait utiliser? Dans notre cas, l'interface à utiliser, c'est l'interface S1. S1 est complètement différente de l'interface S0 via laquelle il vient de recevoir le flux multicast. Conclusion, le paquet est arrivé via la mauvaise interface, ce qui veut dire que le paquet sera tout simplement supprimé. De cette façon, RPF permet de pallier aux limitations du flooding. Pour accomplir sa tâche, il suppose la disponibilité de routes unicast menant vers la source. C'est pour cela que tous les protocoles de routage multicast vont faire appel à une table de routage unicast. Toutefois, l'arbre ainsi construit ne peut être composé de chemins au petit bout que si le routage est symétrique. C'est-à-dire que le chemin pour partir de S vers n'importe quel routeur est identique au plus court chemin qui mène de n'importe quel routeur vers la source. Ça veut dire, pour partir de S vers X,
on va emprunter le même chemin que pour partir de X vers S. Ainsi, lorsqu'un routeur reçoit un paquet multicast, il effectue une vérification RPF. Si l'RPF réussit, le routeur crée un état SG puis identifie toutes les interfaces de sortie sauf l'entrée. Si la vérification échoue, le routeur il va tout simplement supprimer le paquet. Sur un routeur, l'interface upstream de la route vers une source est l'interface RPF pour cette source. Si cette interface n'est pas l'interface RPF de la source multicast, la vérification RPF échoue et le routeur supprime le paquet. Une fois les mécanismes flooding et RPF ont été exécutés, le protocole PIM-DM pourra ainsi mettre en place un arbre SPT construit à partir des plus courts chemins inverses vers la source et à partir de tous les nœuds multicast du réseau. Ça veut dire l'arbre ainsi construit, c'est un arbre basé sur la source, oui, mais les chemins, leur optimalité ne part pas de la source vers les membres, mais plutôt des membres vers la source. Et chaque routeur, donc, ce qui veut dire que par la suite, chaque routeur traversé, il va créer un état associant l'ID de la source à celui du groupe et aux interfaces utilisées. D'où l'intérêt d'utiliser un mécanisme de pruning qui fera partie de la deuxième vidéo de présentation du mécanisme PIM-DM, Inch'Allah.